La Totale Dimanche, bonsoir à tous et bienvenue. Voici le sommaire. Les campagnes de vaccination contre le coronavirus sont démarrées dans plusieurs pays du monde. Désormais, c'est la course pour l'acquisition du vaccin dont l'efficacité est rassurante et prometteuse. Le Sénégal lance sa campagne au plus tard fin février. Dans Confraternellement, nous allons analyser le futur plan de vaccination et les défis que le ministère de la Santé devrait relever pour atteindre ses objectifs. Les amoureux renouvellent leurs vœux ce dimanche 14 février. C'est la Saint-Valentin. Tous les moyens sont bons pour faire plaisir à son partenaire à travers un acte vrai et symbolique. Les gestes, oui, ça compte énormément. Les fleuristes et les bijoutiers ne diront pas le contraire. Vous les entendrez dans Coin Écho. Dans Bouillon Culture, ce soir, c'est une étude comparative que nous vous proposons entre les tresses d'hier et aujourd'hui. Tout a changé, des fils aux mèches et tissages. Youssouf Konté a donné la parole à des dames aux générations différentes. Nous irons à Goudomp dans Ailleurs-A. Les populations locales sont préoccupées par la salinisation des sols. Les terres cultivables deviennent de plus en plus rares et ces populations ont lancé un cri du cœur. Tranche de vie dresse le portrait d'un conducteur de car rapide, ancien apprenti chauffeur. Saléoussa résume sa vie et son épanouissement à ce métier. Moussafa Gabar Diop nous fera découvrir le gargambossé, encore appelé figuier de Barberie, un arbuste que l'on consomme au Sénégal si l'on sait supporter ses épines. Et en fin de magazine, nous allons retrouver Nancy Diouf dans Bonne Semaine. Elle va nous prodiguer de bons conseils de bien-être pour démarrer une nouvelle semaine. Bienvenue à tous sur ITV. C'est une instruction de Macky Sall en Conseil des ministres mercredi dernier, le lancement de la campagne nationale de vaccination contre le Covid-19, enfin à la fin de ce mois de février. Et la direction du PEV, le programme élargi de vaccination, est à pied d'œuvre pour établir un plan de communication afin de mieux sensibiliser les Sénégalais sur le ou les vaccins. Pour faciliter ce travail de sensibilisation, les Badionogor seront mis à contribution à travers un nouveau programme qui est intitulé Changement de comportement. Abdelrahmani nous en parle avec Augustin Mandan. Tous les canaux de communication seront mis à profit pour pousser les populations à adhérer à la campagne de vaccination contre la COVID-19. En leur donnant la bonne information, le coordonnateur du programme élargi de vaccination est convaincu que les cibles prioritaires notamment vont prendre conscience de la gravité de la situation et se feront vacciner. Il s'agit au-delà du personnel de santé, des personnes âgées et d'autres vivant avec des comorbidités. Un objectif qui nécessite un plan de communication d'ailleurs en gestation. Un plan qui repose sur 3 axes, le plaidoyer, la mobilisation sociale et la communication pour le changement de comportement. Pour le plaidoyer, on va mettre à profit toutes les autorités administratives, toutes les autorités religieuses, les leaders communautaires, les leaders d'opinion et tous ceux qui peuvent nous aider à influencer positivement la population pour qu'ils adhèrent à cette vaccination. La mobilisation sociale aussi, c'est tous ceux qui peuvent nous aider pour influencer aussi le comportement des gens. C'est surtout les associations professionnelles, les associations de malades, les partenaires sociaux. Maintenant, pour le changement de comportement, on va produire des supports. Donc, comme on a l'habitude de le faire, il y aura des affiches, il y aura des spots qui vont passer au niveau des radios, au niveau des télévisions. Une démarche à la suite de la demande du chef de l'État à la mobilisation en vue du démarrage en fin février de la campagne de vaccination. Une stratégie qui ne compte pas démarrer au pas de charge, car n'ayant pour l'heure aucune information ni sur le vaccin, ni sur sa date d'arrivée au Sénégal, précise Dr Ousseynou Badiane. Pendant ce temps des informations, les populations semblent en avoir. Vrai ou pas, les inconvénients sont perceptibles au niveau des districts de santé. Par rapport vraiment à la vaccination, présentement, on a des réticences notées au niveau de la population. Donc, à cause des rumeurs, vraiment des sorties, donc on voit des personnes même qui font partie du corps médical, donc qui envahissent les travaux, les plateaux de télé pour avancer des rumeurs sur la vaccination.
C'est ce qui fait qu'aujourd'hui même, on a vraiment d'énormes réticences au niveau de la population concernant comme la vaccination du col, donc du VPH, c'est-à-dire pour lutter contre le cancer du col de l'utérus. Il y a des attaques même au niveau des directeurs des écoles et d'habitude on travaille avec ces directeurs. Une situation qui réveille chez Koumbadien le souvenir de l'époque pendant laquelle les populations affichaient une opposition à la vaccination. En 2003, ils ont quand même persuadé les parents grâce à une pédagogie qu'elle dit avoir hâte de raviver. Comme à l'accoutumée, nous sommes à l'écoute de nos médecins-chefs district qui doivent nous former sur les changements de comportement. Et c'est seulement après cela que nous pouvons nous permettre d'aller vers les populations et les sensibiliser sur les vaccins. Ce qui est sûr est que nous sommes prêts. En attendant, une autre campagne de vaccination va démarrer ce 15 février, celle contre la fièvre jaune. Seules les régions de Tambacounda et de Kédougou seront concernées et en croire les responsables. Tout est fin prêt. Merci beaucoup Abdoulrahmani pour ce reportage. Alors notre invité donc confraternellement ce soir, le journaliste au quotidien national Le Soleil, Idrissa Sané, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors le mardi 12 février dernier, Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé, a fait un tweet, voyez-vous même sur les images, la capture. Il a donc fait un tweet dans lequel il a fait état d'un don de la Chine, un don estimé à 200 000 doses de son vaccin Sinopharm au Sénégal. Et tout de suite après, le tweet a été supprimé pour erreur de communication, sans doute. Et aujourd'hui, on apprend que le gouvernement a débloqué 2,2 milliards de francs CFA pour l'acquisition justement de ces 200 000 doses. Qu'est-ce que cela traduit pour vous? En fait, pour moi, peut-être le ministre est allé trop vite en besogne, parce qu'avant l'introduction de chaque vaccin, il y a des préalables. Donc peut-être tout cela n'a pas été fait. C'est pour cela qu'il n'a pas hésité à supprimer juste ce tweet. Mais ce qui reste constant, c'est que le Sénégal va acquérir le vaccin chinois Sinopharm parmi tant d'autres vaccins. Donc pour moi, cela n'enlève en rien cette volonté des autorités d'aller vers la vaccination de masse, qui reste aujourd'hui l'unique alternative. Parce qu'on est en face... D'après ce qu'on dit. Oui. Parce qu'on est en face d'une pandémie ou bien d'une épidémie de plusieurs vagues. Dans l'histoire de ces épidémies et de ces pandémies, il est démontré que si par exemple c'est une maladie virale, il faut impérativement aller vers la vaccination. Parce qu'actuellement on est dans une deuxième vague. Peut-être une troisième vague va arriver. Oui, avant même cette troisième vague, on assiste à l'avènement de variants, comme on les appelle. Est-ce que la vaccination pourrait consister comme une solution, comme on le dit? Justement, pour nous au Sénégal, il faut aller vite vers la vaccination parce qu'on a peu de variants. Donc avant que les autres variants nous envahissent, nous devons accélérer le processus de vaccination. Maintenant, si ces variants-là arrivent entre-temps et que par exemple les vaccins, les 5 vaccins que le Sénégal doit acheter n'ont pas pris en compte ces variants, donc l'efficacité serait moindre. C'est pour cela qu'au Sénégal, on a l'avantage, on a encore peu de variants, donc nous devrons aller vite avant que Est-ce qu'on en a réellement? En fait, d'après le professeur Souleymane Mboup, les séquençages qui ont été faits ont montré qu'on a un variant, en fait, qu'on avait... Oui, mais c'est source de polémique. Oui, c'est source de polémique, mais on peut accorder du crédit, parce que c'est un éminent scientifique. Il n'a rien à gagner en remettant sa crédibilité en cause. Par conséquent, partons sur la base que nous avons un variant et le temps que d'autres variants arrivent, nous devons tout faire pour avoir une immunité collective. Comment avoir cette immunité collective? Il faut impérativement aller vers la vaccination. Vacciner les populations avec célérité et en commençant par les cibles prioritaires, les cibles vulnérables. Oui. Parce que nous tous, nous sommes des cibles à risque. Moi, je préfère parler de cibles vulnérables. L'on annonce également que le Sénégal attend au moins 1 300 000 doses du laboratoire britannique AstraZeneca. Pfizer aussi va arriver, Moderna et éventuellement Sputnik V, le vaccin russe. En fin de compte, est-ce que ça ne va pas coûter cher à l'État du Sénégal? Oui, en fait, ça va coûter cher à l'État. Parce qu'une dose peut tourner entre 30 et 50
entre 30 et 50 $. Donc si vous multipliez par des millions de Sénégalais, c'est déjà c'est coûteux. Pour Sinopharm, par exemple, je précise, la dose est estimée à peu près 10 800 francs CFA. Donc si vous voyez par exemple, si on devait vacciner toute la population sénégalaise, donc nous sommes environ 17 millions de Sénégalais, s'il faut 2 doses, donc vous voyez une idée par exemple de l'argent que l'État va dépenser. Déjà pour l'acquisition du matériel, ça nous a coûté plusieurs milliards de francs CFA, 3 milliards et 4 pour ces congélateurs. Donc cela vaut la peine, parce que si on ne vaccine pas la population, l'économie est à l'arrêt. Les gens ont perdu leur emploi. Donc je pense que si nous faisons le rapport bénéfice-coût, il vaudrait mieux d'aller vers la vaccination. Et ce que nous allons dépenser est moindre par rapport, par exemple, aux conséquences du coronavirus. On pourrait aussi s'attendre à des dons. Oui, dans le mécanisme COVAX, il y a des possibilités, par exemple, que nous obtenons, par exemple, certaines doses. À moindre coût. À moindre coût, mais pour vacciner au minimum 20% de la cible prioritaire. Donc, il restera une frange importante de la population qui ne sera pas vaccinée. Encore, il faudrait plus de temps parce que la population cible sera vaccinée d'ici la fin de l'année, d'ici 6 mois, disons, d'ici la fin de l'année 2021. Du premier trimestre. Du premier trimestre. Donc, il restera encore une frange importante de la population qui ne sera pas vaccinée avant 6 mois. Parlant de vaccination, le comité sénégalais consultatif sur le vaccin dit avoir travaillé sur 5 vaccins, vous l'avez dit tout à l'heure, un travail pointu d'ailleurs, et ces scientifiques en sont arrivés à la conclusion selon laquelle ces vaccins étaient sûrs et utilisables. Maintenant, la grosse question, c'est comment parvenir à convaincre ces Sénégalais qui ne croient toujours pas en l'existence du coronavirus. Il faut le dire, l'histoire des vaccins rime souvent avec suspicion, avec rumeur. Les gens ont longtemps cru que c'est contre les politiques natalistes. Mais actuellement, nous avons vu quand même en Europe, il y a une vaccination qui se passe dans ces pays, aussi dans les Amériques. Donc cela doit nous convaincre à aller vers la vaccination. C'est vrai qu'il y a des préjugés autour de ces vaccins. Autour de la maladie d'abord. Autour de la maladie et ensuite autour des vaccins. Parce que d'habitude, les vaccins là sont produits en l'espace de 4 mois. Mais cette fois-ci, on est parvenu à avoir des vaccins en l'espace de 9 mois. Donc cette célérité de fabrication des vaccins a déjà suscité, par exemple, des polémiques. Oui. Pourquoi on est arrivé à avoir des vaccins en l'espace de 9 mois? Donc, alors que ça a duré des années. Oui. Or, auparavant, le système classique, il te faut 4 ans, parfois même 9 ans, avant qu'un vaccin ne soit mis en circulation. Donc, tout cela, pour moi, ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est montrer d'abord pourquoi on est arrivé à avoir un vaccin à l'espace de 9 mois. Parce que d'abord, il y a une crise sanitaire qui est là. Deuxièmement, il y a une coalition des organisations. Si vous prenez par exemple un vaccin comme Pfizer-BioNTech, donc c'est 2 firmes qui ont produit ce vaccin. Si vous prenez AstraZeneca, c'est 2 firmes aussi. Donc c'est la coalition par exemple des scientifiques qui ont permis d'accélérer la fabrication des vaccins. En plus de cela, contrairement aux années précédentes, il y a une crise sanitaire qui est là, mais aussi c'est la technologie utilisée. On a utilisé la technologie ARN pour fabriquer les vaccins. Tout cela peut contribuer à accélérer la fabrication des vaccins. Donc, c'est tout cela qu'il faut mettre sur la table. Dire aux populations, voilà pourquoi, par exemple, on a fabriqué ces vaccins avec célérité. Mais deuxièmement, montrer aussi des exemples. Nous avons vu que le pape a été vacciné. Nous avons vu dans d'autres pays, ce sont les autorités et les chefs d'État qui ont été vaccinés en premier lieu. Donc tout cela peut amener les populations à accepter la vaccination. C'est-à-dire, les autorités doivent donner l'exemple. Être vaccinés en premier lieu. Le chef de l'État. Le chef de l'État, par exemple. Le ministère de la Santé. Et les ministres de façon globale aussi. Donc je pense que si nous utilisons, par exemple, cette voie-là, il y a aussi nos guides religieux. Ils ont un pouvoir d'influence. Eux aussi peuvent vous donner le bon exemple en acceptant d'être vaccinés et en acceptant aussi d'être
montrer à la télévision qu'ils ont reçu par exemple leur dose. Maintenant, si ces guides religieux reçoivent leur dose, il va de soi quand même, les talibés doivent suivre, d'autres Sénégalais aussi doivent suivre aussi. Le Sénégal attend 5 vaccins. Ces scientifiques ont travaillé sur 5 vaccins. Maintenant, est-ce qu'il ne faudrait pas communiquer sur chaque vaccin, peut-être dire ses avantages et ses inconvénients, parce qu'il y en a qui sont signalés en France et un peu partout. Est-ce qu'on ne devrait pas, le ministère de la Santé, oui, ne devrait pas communiquer sur chaque vaccin avant de l'administrer aux Sénégalais? Oui, en principe, oui. Au Sénégal, on a la direction de la pharmacie et du médicament qui doit procéder d'abord à un contrôle de tous ces vaccins, en plus du comité qui a été mis en place. Qui a déjà fait un travail. Qui a déjà fait un travail. Il y a même le professeur Tandaka qui a fait une communication sur les avantages et les limites. Ce matin. Oui, ce matin et avant-hier aussi, oui. et le vendredi. Donc, il y a un début de communication, mais c'est difficile de rendre les termes scientifiques accessibles à l'ensemble de la population. Mais est-ce que cette forme de communication-là suffit? Bon, pour moi, ça ne suffit pas, parce qu'il faut aller à l'échelle communautaire, parce qu'il faut plus de proximité pour pouvoir convaincre les populations. Il y a un décalage entre les scientifiques et les populations à la base. C'est-à-dire il faut utiliser, par exemple, les acteurs communautaires qui ont un pouvoir d'influence locale. Les Badianougor, par exemple, les Badianougor, on l'a vu tout à l'heure. Les relais communautaires, les ASC, pour convaincre la masse à accepter la vaccination. Ça ne sera pas du tic au tac, c'est un travail de longue haleine parce qu'il y a encore des préjugés dans beaucoup de localités qui pensent que la vaccination, c'est uniquement pour, disons, pour les politiques qui sont antinatalistes. Donc, nous avons du travail à faire. Et heureusement au Sénégal, qu'il y a une prise de conscience, par exemple, des médias qui ne tombent pas souvent dans ce piège qui tentent souvent à discréditer les vaccins. En Conseil des ministres mercredi dernier, Macky Sall a demandé le lancement au plus vite de la campagne nationale de vaccination, au plus tard à la fin de ce mois de février. Comment est-ce que, selon vous, cette campagne-là ou ce calendrier de vaccination devrait être organisé? Oui, je pense d'abord il faut déployer par exemple la logistique. Ils ont commencé à acheminer par exemple les congélateurs, les chambres froides dans les régions. Une fois ces équipements installés, lorsqu'on va recevoir par exemple les vaccins, on peut avoir des endroits où les stocker, où les conserver, tout en préservant par exemple leur composition. Cela est important. Maintenant, après aussi le déploiement de ces vaccins, il faudra aussi former aussi les personnels de santé chargés d'administrer par exemple ces vaccins. Tout cela doit être soutenu par une politique agressive de communication qu'il faudra aussi mettre en place. Parce que le défi n'est pas seulement logistique, le défi aussi, il faut convaincre la masse à accepter la vaccination. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à une vaccination obligatoire au Sénégal? C'est-à-dire, le Sénégal est dans un monde globalisé. C'est-à-dire, au début, si vous voyez, on nous a imposé, par exemple, les tests pour voyager. Aujourd'hui, si nous n'allons pas vers la vaccination, le monde va imposer le passeport vaccinal. C'est-à-dire, si vous ne recevez pas, par exemple, un vaccin, vous ne pourrez plus voyager. Actuellement, dans le monde, c'est impossible de voyager sans test PCR. Donc, dans quelques mois, si il n'y a pas on n'accélère pas la vaccination, nous risquons d'être laissés en rade. Mais est-ce que Est-ce que c'est une raison pour rendre obligatoire un vaccin? Si je donne l'exemple de la France, par exemple, Emmanuel Macron a bien précisé qu'il n'avait pas l'intention de rendre obligatoire le vaccin. Mais chez nous, à quel scénario devrait-on s'attendre? En fait, moi, je suis pour le consentement éclairé. Oui. Ça dit ça, c'est vrai. Mais on est dans une crise sanitaire qui continue à perdurer. Et comme beaucoup de pays veulent retourner à la normale, entre guillemets, en continuant à faire des activités, et si nous devons en même temps endiguer la propagation du virus, il va de soi que nous devons aller vite pour vacciner les populations. Parce que déjà, il y a des pays peut-être que de manière un peu diplomatique ont commencé à parler
à imposer, disons, ou bien à exiger le vaccin à certaines personnes qui doivent se rendre dans ces pays. Donc, moi, je crois au Sénégal, pour le moment, disons, on n'a pas, comparé à certains pays d'Europe, On n'a pas toutes les données. on n'a pas toutes les données de cette. Oui, parce que tout tourne essentiellement autour de la communication sur les vaccins. On peut accorder la confiance en nos scientifiques qui disent que de façon globale, ces vaccins sont sûrs. Ils ont une expérience depuis plusieurs années. Certains parmi eux travaillent avec ces scientifiques au niveau international, même si on a fait peu de tests, c'est vrai, peu d'essais, peu de tests en Afrique. À part le Kenya et l'Afrique du Sud. Oui, l'Afrique n'a quasiment pas participé au processus d'élaboration des vaccins. Oui. Ni même, c'est peu de pays même qui ont participé aux essais. Je parle du Kenya un peu, de l'Afrique du Sud et un peu du Maroc. Donc, si vous regardez, l'écrasante majorité des pays africains n'ont pas participé. C'est vrai que nous, chaque vaccin aussi peut être propre à un pays ou bien même à un pays ou à un continent aussi. Donc ça aussi, nous devons en faire beaucoup d'essais pour avoir plus de données adaptées à nos réalités. Et justement, par rapport à ça, il y a beaucoup de scientifiques africains qui ont exprimé des craintes par rapport à l'accès à ces vaccins. Ils pensent que l'Afrique sera la dernière à recevoir ces vaccins. Est-ce que, quelque part, on dit que le vaccin est la seule solution? Est-ce que, quand il y a un accès déséquilibré, est-ce qu'on pourrait parler ou penser à une fin de la pandémie dans un avenir proche? Oui, c'est vrai ce que vous avez dit. La particularité, par exemple, de cette pandémie, les gens ont commandé les vaccins avant que ces vaccins même ne soient fabriqués. C'est ce qui est un peu paradoxal. Si vous voyez, par exemple, la répartition des premières doses, c'est uniquement les pays développés. Vous trouvez rarement, je dis bien, des pays sous-développés qui ont passé leur commande. Donc, c'est entre les États-Unis, la Grande-Bretagne, principalement. Si vous voyez, ils ont commandé des millions de doses. Pendant ce temps, l'Afrique n'avait même pas passé ses premières commandes. Donc nous, aujourd'hui, c'est ça le mécanisme COVAX qui va nous permettre d'avoir plus de vaccins. Mais le Sénégal aussi travaille avec d'autres partenaires pour acquérir ces vaccins. Je pense que nous serons à la hauteur des défis qui nous attendent. Parce que, disons, heureusement pour nous, nous avons des scientifiques qui ont participé à plusieurs essais vaccinaux dans le monde et que ces scientifiques continuent à collaborer avec ces firmes-là. C'est pourquoi moi je suis un peu rassuré sur les données, parce que le gros problème auparavant, c'est sur les données. La Chine et la Russie n'ont pas publié, par exemple, des données sur leur vaccin. Mais actuellement, c'est chose faite. Je pense qu'il y a quand même une sécurité. Oui, toujours avec une réserve quand même. Oui. C'est important de le souligner. On termine avec Ebola, qui a refait surface en Guinée. La Guinée est déjà éprouvée par la crise sanitaire mondiale, le coronavirus. Actuellement, il y a 4 morts et déjà 7 cas confirmés. On se souvient, en 2013, il y avait un cas d'Ebola au Sénégal. Actuellement, là, à l'instant où on parle, est-ce qu'on devrait avoir peur? Oui, on devait avoir peur. Il y a une semaine de cela, j'ai écrit un article. L'humanité est dans l'ère des pandémies. C'est depuis 2014 où nous vivons des épisodes de pandémie ou d'épidémie. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'homme, avec grand H, est responsable de la réémergence et de l'émergence de ces maladies. Parce que nous avons détruit, par exemple, les écosystèmes, ce qui entraîne un rapprochement entre les germes pathogènes qui étaient dans un écosystème forestier et l'humain. Par conséquent, il y a plus de rapprochement entre ces virus, entre ces bactéries et l'homme. C'est pourquoi actuellement nous vivons l'ère des pandémies. On avait connu Zika, on avait connu Ebola, nous avons connu Chikungunya, nous avons connu coronavirus. Nous venons encore de connaître Ebola, peut-être. Nous sommes dans un cycle d'épidémie. Nous n'avons pas d'autre choix. Soit changer notre modèle économique ou rester dans ce cycle d'épidémie. Mais coronavirus et Ebola, un cocktail quand même explosif.
Oui, c'est-à-dire, si par exemple la contagiosité entre Ebola et coronavirus, c'est-à-dire ce sont les deux pandémies qui ont plus affecté par exemple le monde et l'économie. Parce que si vous voyez par exemple, ça ne concerne pas uniquement 2 ou 3 pays, ça peut concerner plusieurs pays. Mais je dois vous dire, si on regarde bien l'origine de ces pandémies, c'est presque la même chose. C'est-à-dire, le virus est transmis de l'homme à l'animal, même si pour le coronavirus, on n'a pas encore identifié de façon claire l'origine de l'autre, mais on suspecte que c'est le pangolin qui a l'origine. Ebola, c'est vrai que ça réapparaît en Guinée, mais au Congo d'abord, l'épidémie, ils vivaient 2 épidémies à la fois, et le coronavirus et Ebola. Et je rappelle qu'entre 2013 et 2016, Ebola a fait au moins 11 300 morts en Guinée voisine. Merci beaucoup, Idrissa Sane, d'être passé dans la Totale Dimanche. Merci. La suite. C'est la Saint-Valentin aujourd'hui, la fête de l'amour sous toutes ses formes. Dehors n'est pas possible en raison du couvre-feu, mais les initiatives ne manquent pas. Et en termes de cadeaux, les fleuristes et bijoutiers nous confient avoir très bien tiré profit de cette célébration. Malgré la crise économique, ils ont fortement été sollicités. Reportage à Wadiop. Et oui, la Saint-Valentin est sans doute le plus grand jour du calendrier de l'industrie de fleurs, ici comme ailleurs. Mais c'est surtout l'un des rares jours où les Sénégalais poussent la porte d'un fleuriste. La preuve, dans cette boutique de fleurs, l'on ne s'attendait même pas à autant de commandes. Comme vous le savez, on est dans un contexte très particulier avec le Covid. Donc on ne s'attendait pas à autant de commandes. Et là, cette fois-ci, on a eu énormément de commandes, beaucoup de clients. Donc on a refait notre magasin pour préparer justement la Saint-Valentin. Et on a vraiment beaucoup de demandes. On a misé cette année sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, la livraison. On est aussi en partenariat avec plusieurs sites de livraison. Et donc, ça nous permet du coup d'augmenter nos ventes et d'augmenter aussi notre visibilité. Un pic de vente que confirme cet autre vendeur installé au cœur de la banlieue dakaroise. Ici, certaines commandes sont déjà d'ailleurs bien emballées et attendent juste d'être livrées. C'est le dimanche, mais actuellement on a commencé avec les livraisons avec certaines qui offrent dans les bureaux. Parce que si ce n'est pas vendredi, on est obligé de le faire le lundi parce que le week-end pratiquement ils ne travaillent pas. On a fait des livraisons pour aujourd'hui, on a quasiment livré une partie de nos commandes qui part aujourd'hui le vendredi dans les bureaux. Demain aussi il y a d'autres qu'on va livrer dans les maisons et autres. La période est bien évidemment faste pour cette activité, avouent nos 2 vendeurs de fleurs. Le bénéfice, ça dépend. Vous pouvez, si c'est approximatif, dans les 300, des fois 400, ça dépend ou plus. Quoi. Non, par exemple, si c'est beaucoup, tu peux, par exemple, chaque rose, tu gagnes au moins 1000 francs. 1000 francs. Avec chaque rose, tu gagnes au moins 1000 francs. Par exemple, si c'est un grand bouquet que tu fais, on calcule par rapport à ça. Quoi. Parce que les fleurs aussi, c'est des denrées périssables. On ne peut pas dire, tant qu'on n'a pas terminé les fêtes, on ne peut pas dire on a tant ou tant, parce que c'est des denrées périssables. Compte tenu des nouvelles restrictions qu'on a au niveau des aéroports, le montant c'est devenu un peu plus cher. Donc forcément, il y aura une répercussion pour les clients. Mais les fleurs sont tout aussi belles que l'année dernière et que toutes les années précédentes. Ici, au Bonheur du Jour, on propose des bouquets à partir de 20 000 francs pour le plus petit et des bouquets, et ça va jusqu'à 300 400 000 francs. Tout dépend du budget du client. Alors, justement, on a un peu peur parce qu'on se dit que peut-être qu'il y aura beaucoup moins de clients qui vont se déplacer en boutique avec le Covid. Mais on reste assez confiant parce qu'on fait ce qu'on appelle de la vente à distance. Et donc, voilà, on a su mettre en avant nos produits et je ne doute pas que ça va fonctionner. J'espère, croisons les doigts. La Saint-Valentin, un instant d'éloge à l'amour où certains Sénégalais ne se privent pas d'en jouir. Ils investissent les coins sympas pour trouver leur bonheur dans l'achat de fleurs, un événement qui fait grimper également leur chiffre d'affaires.
Merci beaucoup Awadje pour ce reportage. Alors les roses fleurissent en ce 14 février, donc la fleur est en train de se faire une place dans nos traditions et nos rites, et tout est prétexte à l'achat de fleurs, mariage, naissance, fêtes religieuses ou décès. Le marché s'organise pour répondre aux attentes. Bonsoir Mamadou Ndiaye. Bonsoir Adama. Alors toute une activité qui tourne autour de l'horticulture, et vous en parlez ce soir avec l'économiste Maïssa Babou. Bonsoir également. Bonsoir Adama. Alors c'est parti. Oui, un économiste, un encyclopédiste, devrais-je même dire, il touche à tout justement sur les questions économiques. Vous aimez bien votre Baol natal? Certainement. Est-ce que des fleurs s'épanouissent justement dans cette région? Non, parce que nous sommes quand même une région extrêmement religieuse, le mouridisme, avec Cheikh Ahmadou Bamba. Et je crois comprendre aussi qu'au Sénégal, parce que nous sommes 95% de musulmans, que nous ne sommes pas quand même fleurs. Par conséquent, la fleur ne peut pas s'épanouir au Sénégal? Non. Et ça se confirme d'ailleurs parce que l'horticulture côté fleurs n'est pas très développée. Quelle est la représentation donc des fleurs dans le... Extrêmement faible. Extrêmement faible parce que nous ne sommes pas un pays consommateur de fleurs, à l'exception des fêtes comme la Toussaint pour nos amis chrétiens, comme cette fête de Saint-Valentin. Et là, je plains Boups, parce que ce sont les Boups qui nous ont mis encore dans... Ils nous ont imposé voilà, c'est ça, ils nous ont imposé la Saint-Valentin. Et je crois que donc nous ne sommes pas très fleurs. Et cette activité florale n'est pas développée au Sénégal. Mais quand cela ne tienne quand même, il y a un marché qui devient plus florissant. Et par conséquent, on devrait peut-être s'orienter vers une culture de la fleur. De la fleur pour au moins s'approvisionner les marchés qui en demandent. Oui, vous savez, l'activité florale, ça peut être une activité ornementale. Donc, ce n'est pas parce qu'on doit offrir une fleur qu'on doit en acheter. On en achète aussi pour l'ornement. Donc, si vous regardez, les espaces ne sont pas énormes. Ici à Dakar, côté Niayes peut-être, ou à la Padoua. Sinon, vous vous déplacez vers Saint-Louis. Ou alors côté Casamance, parce que là aussi il y a beaucoup de chrétiens. Ce qui fait qu'il y a effectivement des dimensions de consommation qui ne sont pas forcément festives, mais qui sont décoratives et qui sont donc ornementales. Ça, c'est plutôt le marché domestique. Mais quand on songe à l'export, on devrait pouvoir... On n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens d'exporter parce que notre agriculture florale n'est pas développée. Parce que, attention, parce que dans l'horticulture, c'est peut-être le parent pauvre. Voilà. Dans l'horticulture, qui pèse plus de 600 000 tonnes, la fleur, c'est vraiment le parent pauvre. Est-ce que ça n'est pas un préjugé? Parce que quand même, nous prenons un pays comme le Kenya, qui il y a 10 ans, parce qu'en 98, moi j'étais là-bas pour la première fois, mais j'ai vu peut-être les Kenyans s'orienter vers la culture de la fleur. Vous me direz peut-être que c'est l'inverse du Sénégal, parce que c'est un pays... catholique. Très catholique, mais il y a aussi une option. En fait, il y a deux choses. Il y a d'abord l'avantage climatique. Deuxièmement, c'est une vision, c'est une option. C'est-à-dire que quand le pays a compris que l'activité florale pouvait avoir effectivement beaucoup d'impact sur le plan au niveau du pays ou à l'étranger, effectivement, les Kenyans se sont lancés dans cette activité et sont devenus aujourd'hui pratiquement le premier pays africain exportateur de fleurs, peut-être à côté de grands pays comme l'Afrique du Sud, mais le Kenya s'est distingué et a considéré cette activité florale comme pratiquement l'activité horticole la plus récompensée dans le pays. Vous l'avez dit tout à l'heure, cette activité n'est pas très développée au Sénégal, mais est-ce qu'on pourrait avoir une idée du volume ou du chiffre d'affaires de cette activité justement dans notre pays? Je n'ai pas les chiffres, mais ce que je peux vous dire, c'est que par saison, nous ne sortons pas des 5 tonnes. Parce que, oui, c'est très faible, parce qu'il n'y a pas de consommateurs en fait. Si vous allez à Cambérène, ça ne fait pas 1 hectare, pratiquement, 1 à 2 hectares. Après, c'est à Saint-Louis ou bien en Casamance. Donc, si on additionne toutes les superficies cultivables en termes de fleurs, nous sommes peut-être à 10 hectares, 5 hectares. Donc ça ne peut pas prospérer. Donc à Dakar, surtout à Dakar et même à Saint-Louis, ce qui fait survivre cette activité, ce n'est pas les fleurs festives.
mais c'est peut-être, comme j'ai dit tantôt, des fleurs fleurs de décoration et ornementales. Donc c'est pas une activité quand même qui est très prisée au Sénégal. Ça aussi, c'est culturel. Hein? Ce n'est pas parce que nous sommes à Diourbel que nous ne sommes pas fleurs. Dans nos maisons, il y a de l'ornement. Moi, chez moi, à Mbaké, il y a des fleurs dans la maison. Oui, ailleurs aussi, il y en a. Mais c'est-à-dire que nous, on ne vit pas fleurs. Peut-être qu'on le met simplement parce que c'est dans l'air du temps. Et que ça fait un peu joli. Bon, voilà quoi. En fait, l'idée, c'est peut-être d'arriver à réorienter peut-être un peu nos acteurs économiques. De façon à ce que peut-être, puisque l'occasion fait le larron, de creuser un sillon justement sur cette opportunité qui s'offre à nous, à savoir que nos terres sont très fertiles. Ensuite, nous avons justement un espace plus aéré et en même temps aussi peut-être une saisonnalité ensoleillée qui fait fleurir justement ces plantes-là. Si bien donc que peut-être, dès lors qu'il y a un marché qui est d'abord un pouvoir d'achat, mais également abondant, et qui absorbe des fleurs en toute l'année, c'est-à-dire qu'Adama l'a dit dans son propos liminaire, il y a les mariages, il y a les naissances, il y a pour toutes sortes de choses, un prétexte justement pour offrir une fleur. Et il y a la Saint-Valentin aussi. Et puis il y a la Saint-Valentin, je pense que Mme Babou a reçu justement ces fleurs. Certainement. Mais au-delà même de la consommation extrêmement faible au Sénégal, il faut le reconnaître, c'est-à-dire que l'activité florale est une activité agricole très... marginale. Non, marginale chez nous, mais qui est d'une très grande importance en Europe et ailleurs dans le monde. Hein. Parfaitement. Les gens ne vivent que de fleurs. C'est le week-end, le fleur en Europe. Le week-end, tu achètes une fleur. Pour un oui, pour un autre, tu en achètes. Donc, ça fait partie intégrante de leur vie. Donc, pour cette opportunité, seulement d'exporter une matière quand même qu'on peut trouver chez nous. Deuxièmement, nous avons la terre. Troisièmement, vous savez que l'activité florale, on peut la développer et surtout pendant la saison sèche. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'utiliser les terres pour les céréales pour faire de l'horticulture. L'horticulture, on peut le faire autrement, dans des périodes où quand même il n'y a pas d'activité de céréales. Et donc, nous avons tous les avantages. Hein. Maintenant, il faut en faire une option politique, je ne sais, politique ou en tout cas... Pour mettre quand même les Sénégalais et certains acteurs dans le business. La puce à l'oreille. Dans le business. Et avoir maintenant l'expérience et l'expertise aussi de la fleur. Hein, parce qu'on ne va pas se limiter à ce que nous voyons ici. Il y a des fleurs beaucoup plus jongoma qu'on trouve ailleurs quand même. Certains Kenyans que j'ai croisés disent qu'ils ont peur du Sénégal. Pour une raison très simple. Parce que eux, pour prendre l'avion et approvisionner le marché européen, il leur faut presque 12 heures ou 14 heures de temps. C'est-à-dire que le Sénégal est à 6 heures de vol, disons, du premier marché de Rungis. Il y a donc possibilité de sensibiliser davantage les Africains ou les Sénégalais. Ou les Sénégalais, et peut-être même des Kenyans qui peuvent venir s'installer au Sénégal aussi. Parce que maintenant, dans le cadre justement de cette... Zéléka qui est en France, il y a possibilité pour les Kenyans de venir s'installer au Sénégal si les Sénégalais ne sont pas ouverts sur les opportunités que représente le pays. Oui, c'est-à-dire que voilà un intérêt quand même d'une Zélécaf qui va permettre quand même de faire tomber toutes les barrières administratives et douanières et toutes les taxes, au point que maintenant l'expertise kenyane peut être négociée par même un État pour amener ici, comme on a fait avec des Chinois, pour nous faire les premiers choux et certains légumes. On peut effectivement profiter de l'expertise kenyane et prendre l'option d'une horticulture florale qui peut-être aura une dimension, peut-être non pas même de consommation intérieure, mais d'exportation. Parce que vous savez que dans les autres types de cultures, comme la pomme de terre, il y a une grande entreprise indienne qui est là, qui fait beaucoup de pommes de terre, mais des pommes de terre pratiquement qui sont exportées. Pratiquement, les bonnes qualités en fait sont exportées. Donc oui, vivement que cette Zélécaf qui a fait tomber toutes les barrières profite effectivement à un pays qui a toutes les dispositions, qui a tous les avantages, qui a le climat pour quand même faire venir des Kenyans pour non pas seulement pour les fleurs, mais aussi pour le thé et pour d'autres types de cultures. Et probablement même l'expérience, parce que quand même peut-être aussi il y a le rajeunissement donc de la population paysanne. On voit des jeunes agriculteurs qui s'agglutinent dans les grandes villes à faire un commerce, parce que vous êtes du Baol. Oui, donc ça fait une culture de saison. Merci. C'est-à-dire qu'au-delà de l'hivernage, quand tout est fini, c'est tous ces gosses-là, s'ils étaient entraînés dans cet espace floral,
il pourrait peut-être développer effectivement des types de cultures avec l'aide et l'assistance d'experts kenyans et seraient peut-être aujourd'hui les premiers exportateurs. Parce que dans ce pays, on n'exporte pas beaucoup malheureusement. C'est une question de culture, nous avons pourtant une horticulture qui marche. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est pratiquement l'activité horticole qui est la première activité d'exportation. Parce qu'on n'a plus d'arachide à exporter. Et le coton, c'est fini. Donc, en dehors de l'horticulture, il y a peut-être l'activité d'art. Donc, l'horticulture comprenant cette activité florale, moi, je crois que la dimension d'exportation, seulement, est un indicateur quand même d'une réussite économique, quelque part où, effectivement, le créneau est là et je crois que c'est faisable au Sénégal. Professeur, comprenons-nous bien au plan culturel. La fleur n'est pas récusée par nos rites et nos traditions, encore moins par notre religion. Je crois que c'est simplement une question de culture. Nous ne sommes pas habitués peut-être à échanger des fleurs, mais plutôt à échanger de la cola. Donc la culture de la fleur n'est pas répréhensible dans notre pays. Religieusement, je ne sais pas, parce que je n'ai pas été à cette Non, mais parce que dans les pays arabes ou à majorité musulmane, effectivement aussi, les fleurs circulent. Oui, d'accord, mais c'est un problème d'habitude, bon. De consommation. Il y a quelques 10 ans, quand on avait vraiment commencé à fêter ça, et la paternité, c'est Boubacar Diallo, ça je le dis. Maintenant, aujourd'hui, beaucoup de Sénégalais ont cette gêne de prendre une fleur, d'aller donner ça. Moi, il m'est arrivé des jours de Saint-Valentin avec ma femme, on parcourt tout le point E, etc. Je voyais des gosses, jeunes, 20 ans, 22 ans, et avec sa petite fleur qui attendait certainement sa petite copine. Mais je garais la voiture pour rigoler. Regardez comment l'impact que ça me fait, moi, la réaction du Sénégalais lambda qui quand envoie un autre Sénégalais offrir une fleur, rigole. Ça montre en fait toute la limite quand même de la fleur dans notre vie quotidienne, religieuse, culturelle, sociale. Moi je crois que la fleur n'a pas de lendemain propice au Sénégal. Pourtant ça a tendance à changer, c'est en train de changer, oui. Oui, c'est mon sentiment aussi. Oui, et ce n'est pas seulement à l'occasion de la Saint-Valentin que l'on offre des fleurs aux femmes particulièrement. Peut-être la génération de 20 ans d'Adama qui commence peut-être maintenant à réorienter un peu les modèles de rencontre. Parce qu'aller au restaurant avec une toute petite fleur, mais c'est magnifique. Venir offrir à quelqu'un une fleur, mais c'est magnifique. Sauf que il faudra que toute cette barrière culturelle-là, j'insiste, barrière culturelle encore, je n'ai pas dit religion, mais cette barrière culturelle-là puisse être, en tout cas, bannie par la nouvelle génération des 20 ans. Tout à fait. Alors, j'ai un ami qui est basé en Turquie. Ce matin, il m'a envoyé un texto en me disant « La fleur apaise, la fleur adoucit. » Mais la fleur aussi, scelle une amitié et la consolide. Donc, cultivons peut-être la fleur. Oui, l'essence même de la fleur qu'on présente à tout dans le sens de cet apaisement, dans le sens de démontrer son amour. Au lieu de le dire à des mots, je crois que la fleur est suffisamment représentative quand même d'une amitié profonde, d'un amour profond. Moi, j'ai toujours été invité au 1er novembre par une femme qui a des parents catholiques. Mais quand j'y vais là-bas, j'achète des fleurs comme tout le monde, je les mets sur les tombes. Donc pour dire qu'effectivement, il y a une très 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 grande représentativité de la fleur que peut-être nous ne comprenons pas. Je reviens aussi à la culture. C'est-à-dire que tant qu'on ne comprend pas la finalité de pourquoi moi je suis venu offrir une fleur, pas à ma copine, mais à ma mère, à un ami. Tant qu'on ne comprend pas le sens de cette action-là, la fleur ne sera pas quand même dans de beaux jours chez nous. Adama, voilà les fleurs sortant de la bouche justement de l'économiste. Un moment très disponible pour nous. Merci beaucoup, professeur. C'est moi. La prochaine fois, on verra peut-être si la fleur connaît une expansion économique dans notre pays. C'est moi. Je voudrais saluer mon ami Boubacar Diallo, avec qui quand même on a passé beaucoup de soirées
à l'école parce que c'est lui qui était notre animateur principal. Ah oui. Et puisque lui, il n'oublie jamais, et c'est un homme très fidèle en amitié, ça, je tenais aussi à le dire. Pour la première fois, parce que je suis venu ici plusieurs fois, je tenais quand même à aujourd'hui lui dire 14 février, bonne fête de Saint-Valentin, Boubacar. Bonne fête de Saint-Valentin à vous aussi, messieurs. Dans Bouillon Culture, les tresses qui sont d'abord symboles de culture puis d'esthétique. À l'époque de nos grands-mères, elles n'étaient pas si sophistiquées, pas de mèches, pas de tissage, pas de rajout non plus. Au contraire, nos grands-mères se tressaient avec des fils sur des cheveux tout à fait naturels. Mais aujourd'hui, tout a changé. Oui, il y a des tresses très très modernes et il y a également des perruques pour un look différent. Notre reporter Youssouf Konté a réalisé ce reportage auprès de dames de différentes générations. Les coiffures ont traversé les âges, les époques. À chaque génération, ses tresses. À l'époque, on se tressait ce qu'on appelle nungu, c'est-à-dire de très grosses nattes, une au milieu de la tête, deux à gauche et à droite, et enfin deux en arrière. Et puis c'était tellement beau que je conseillerais aux jeunes de le faire. Il est plus efficace de mettre une perruque. Elle t'épargne de ces tresses qui faisaient extrêmement mal à la tête. Tu sais, le temps est révolu. Moi, jusqu'à présent, j'ai fait des renversés et des tubes. Après, je mets des perruques. Le contraste tape à l'œil. Si les vieilles personnes conservent jalousement leurs tresses d'antan, la jeune génération aussi n'hésite pas à montrer ses coiffures, même devant la caméra. Cette gardienne du temple rappelle quelques styles de coiffure de sa génération. On faisait des nattes longues, 8 à gauche et 8 autres à droite. Elle se mettait à balancer sur notre dos. La jeune génération l'appelle, je pense, tout derrière. Il y avait également d'autres coiffures très belles. Mon souhait est de perpétuer cette tradition. Dans la même maison, Lalla Diagne, la perruque bien ajustée sur sa tête, elle se l'est procurée à 70 000 francs CFA. Cette dame évolue bien avec le temps. Je mets les perruques parce que c'est à la mode. C'est beaucoup plus pratique. Parce qu'avec les prières, les grandes révolutions, c'est plus pratique. Ces coiffures sont plus connues sous le nom cheveux naturels. Ce commerçant, basé au marché de Tilène, importe ses marchandises de la Chine et des États-Unis. Même s'il dit ressentir les effets de la Covid-19, il reconnaît tout de même qu'il se frotte bien les mains. Des dames viennent toujours en acheter pour diversifier en réalité. Bon, on se plaint pas trop. Hein? Il s'en sort dans son business parce qu'il vend au bas mot 60 000 francs CFA l'unité. Et cela dépend de la longueur. Il peut coûter même jusqu'à 150 000 francs CFA, ce qui impacte négativement le chiffre d'affaires des salons de coiffure. Cette gérante de salon dit voir de moins en moins l'ombre d'une cliente. Les clientes se font rares. C'est à peine qu'on les voit, surtout en ce temps de Covid. Le métier ne nous fait pas vivre. Je me rappelle, il m'arrivait de rentrer même avec 100 000 francs la journée. Mais maintenant, je rentre les mains vides. Pas aujourd'hui, car avant que nous prenions congé, une cliente est venue entretenir ses cheveux naturels chez Koura. De nos jours, beaucoup de jeunes dames rajoutent des effets artificiels sur leur coiffure. Parfois, on n'a pas pour les hommes. La plupart, tu vois des filles maquillées avec des faux cils comme moi, des crayons tatouages, perruques. Alors que si tu les vois, comment dirais-je encore, face to face, non, tu diras que non, ce n'est pas la fille que j'ai vue sur les réseaux sociaux. Moi, j'adore plus les tresses naturelles que les mèches. Parce que les mèches, on ne sait pas d'où elles viennent. Pour moi, être naturel, la beauté, elle doit être naturelle. Beaucoup de jeunes dames rencontrées avouent mettre des cheveux artificiels pour plaire à leur conjoint. Mais quel est le point de vue de la religion musulmane sur cette attitude? Jusqu'où la femme doit-elle chercher à faire plaisir à son conjoint?
amul kenn ko am droit di def loo xam ne lii da nga ci dabu bànneexu nit ba di ci am sa meru borom. Personne n'a le droit de chercher le bonheur de son conjoint jusqu'à en récolter la colère de Dieu. Le prophète, paix et salut sur lui, nous le fait savoir. Du moment où la femme respecte les piliers de l'islam, elle doit obligatoirement être soumise à son époux si et seulement si c'est dans le cadre religieux. La beauté des femmes sénégalaises est souvent chantée à travers le monde, même si cette beauté est enjolivée par des effets artificiels. Qu'en est-il des hommes qui se stressent? Un reportage réalisé par Youssouf Kanté qui est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Youssouf. Bonsoir Adama. Je vois que vous avez changé de coiffure. Ouais, normalement. Alors un peu d'histoire pour commencer. Et vous allez justement nous raconter les origines des tresses africaines notamment. Oui, les tresses africaines, Adama, remontent à la préhistoire. Donc il y a les deux femmes, la dame de Bressan Puy et la Venise de Willendorf, qui étaient les premières femmes à se tresser à l'époque. Et donc, cela date de 22 000 ans d'aujourd'hui. Et par la suite, ça a continué avec la modernisation. Mais avant cette modernisation, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les tresses, il faut d'abord savoir qu'elles ont pris d'origine en Afrique, en Égypte même. C'est normal, cela peut se comprendre parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc, tout serait parti du continent africain. Et comme j'ai dit, par la suite, ça s'est modernisé, c'est répandu à travers le monde et à travers la télévision. Aujourd'hui, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes filles africaines, sénégalaises, qui préfèrent les cheveux naturels, entre guillemets, et les perruques. Non, là, je ne suis pas parfaitement d'accord parce que de plus en plus, on voit des femmes qui s'affirment à travers leur identité culturelle, oui, bien sûr, qui laissent pousser leurs cheveux. Il y a le phénomène nappy, comme on l'appelle. Effectivement, j'allais en venir tout à l'heure. Ce mouvement nappy est un mouvement qui prône le retour vers les cheveux naturels. Oui. Et là, ce sont vraiment des cheveux naturels qui ne sont pas des naturels artificiels parce que les autres cheveux naturels ne sont pas vraiment naturels comme on le croirait. Oui. Mais le mouvement nappy, effectivement, ça prône ce retour à ces cheveux naturels qui a pris d'ailleurs naissance aux États-Unis et qui s'est répandu un peu partout dans le monde. Et aujourd'hui, il y a beaucoup quand même de femmes qui sont en train de prôner ça, qui sont en train de nous dire il faut que nous soyons fidèles. Et c'est pour dire, quelque part, c'est une sorte d'affirmer son identité, c'est une sorte d'affirmer sa culture et dire que nous ne sommes pas complexes, nous nous affirmons en tant qu'Africaines, en tant qu'Afro-Américaines, justement. Alors, parlons maintenant de la tresseuse du quartier qui, habituellement, autrefois, recevait beaucoup de monde, mais actuellement, avec les nouvelles coiffures, son activité est sans doute impactée. Oui, Adama, certainement, je ne suis pas sûr que vous alliez aujourd'hui vous rendre chez cette tresseuse-là qui est dans le coin. Moi, j'ai opté pour la facilité. Cela veut dire... J'ai coupé mes cheveux. Ah, très bien. Mais en tout cas, elles sont nombreuses aujourd'hui à préférer les cheveux naturels, les coiffures modernes, les perruques qu'aux tresses traditionnelles. Donc, du coup, vous voyez cette dame qui était dans le quartier, qui voyait sa maison bondée de monde, de femmes qui venaient se tresser. Aujourd'hui, on ne les voit plus parce que donc tout simplement... On se donnait rendez-vous même. Oui, c'est ça. On se donnait rendez-vous. On appelait d'abord au téléphone. Bon, en fait, il n'y avait pas forcément de téléphone, mais forcément, il y avait cette procédure qu'il fallait respecter. J'allais venir dans la semaine, dans une semaine pour me tresser, mais aujourd'hui, tel n'est plus le cas parce que tout simplement, il y a cette floraison de salons, de coiffure, mais aussi il y a cette facilité avec les perruques. Bon, j'ai demandé, évidemment, dans le reportage, vous avez entendu certaines dames qui disent que c'est parce que c'est beaucoup plus pratique. Oui, c'est beaucoup plus pratique, mais nous avons encore rencontré d'autres personnes qui disent qu'il faut que nous gardions nos valeurs, nous gardions ces traditionnels qui chantaient justement la beauté de la femme. Parce qu'en chutant, j'ai dit que la beauté de la femme sénégalaise, elle est chantée à travers le monde, mais cette beauté reste quand même à revoir parce que c'est une beauté artificielle. Vous avez également posé une problématique, les hommes qui se tressent dans votre chute. Ben, certainement, ce sera... une prochaine fois. Une prochaine fois. Merci en tout cas pour ce sujet très intéressant. La suite de la totale, oui. C'est moi qui vous remercie.
Un petit détour à présent dans le sud du Sénégal, à Goudomp précisément. Dans ce département, plus les années passent, plus les superficies cultivables sont réduites. La raison, la salinisation des sols. Ce phénomène combiné à l'action de l'homme constitue un grave danger pour la végétation. Inquiète les populations locales, demandent à ce que l'unique forêt de bambou également menacée soit classifiée. Seydou Diatta, notre correspondant, nous y attend justement. Situé sur la rive sud du fleuve Casamance, le département de Goudomp s'est toujours distingué par sa végétation luxuriante et sa vocation agricole. Malheureusement, cette carte postale qui faisait la particularité et la fierté de cette partie de la moyenne Casamance est en train d'être défigurée par les effets du changement climatique accentués par l'avancée de la langue salée. Nous sommes à Birkama dans la commune de Djubanar. Ici, les populations ont fini de comprendre que le changement climatique n'est plus une menace du futur, car ils le vivent déjà. Vous avez vu aujourd'hui, le fleuve avance aujourd'hui d'une façon extraordinaire. En moins de 10 ans, le fleuve avance de 40 mètres. Et aujourd'hui, même nos plantations manguiers et orangers qui sont au bord du fleuve sont menacées. Toutes nos plantations vont disparaître. Comme vous le savez, le village de Birkama est bordé par le fleuve Casamance. Et ce fleuve-là est affecté par le phénomène de la salinisation. Et cette salinisation a fait que les terres, qui étaient les terres cultivables, les terres rizicoles, sont menacées depuis des années. Le constat est alarmant et les conséquences sont pour nous la perte de superficie exploitable et la baisse de rendement des produits agricoles et arboricoles. Si vous regardez du nord au sud, il y a d'abord la perte des superficies exploitables. Donc le sel est en train de tout détruire. Au-delà de cela, il y a les espèces végétales comme la mangrove, comme les palmiers, comme certains arbres qui sont en train de disparaître à cause de l'avancée de la langue salée. Et c'est un problème. Le village est un village de planteurs, d'agriculteurs, d'éleveurs. Il faut des barrages d'une certaine capacité, d'une certaine importance qui pourraient aider à arrêter l'avancée de la langue salée. Il n'y a pas que les plantations qui sont menacées de disparition. Cette forêt de bambou, un type de végétation assez rare au sud du pays, l'est aussi à cause de la salinisation des terres et des actions anthropiques. Cette forêt est menacée d'abord par la salinité. Après le sel, aujourd'hui, l'homme même fait des actions. Parce que certains bambous qui est là est exploité par n'importe qui. Les gens sortent partout. C'est une forêt qui n'est pas protégée. La forêt de bambou de Birkama, c'est le dernier vestige de forêt de bambou dans la région de Sédhiou, surtout sur l'axe sud. De Ziguinchor à Kolda, à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, il n'y a pas une autre forêt semblable à cette forêt. Et son utilité est d'une très grande importance. Parce que ça sert de reproduction pour certaines espèces. Et les bambous aussi servent à plusieurs choses. Il y a les nattes, les gens qui font des nattes avec. Il y a autre chose aussi, en dehors des nattes, il y a autre chose que les gens font avec les bambous. Il y a la construction des cases, le toit, il y a les plafonds, des gens qui utilisent les bambous pour faire des toits. Ce que nous demandons à l'État, plus particulièrement au ministre de l'Environnement, la clôture de cette forêt de bambou. Parce qu'elle reste l'unique forêt de bambou dans toute la zone. Je peux dire dans toute la haute et la moyenne Casamance. Le département de Goudomp, zone à vocation agricole par excellence, manque de terre année après année. En dépit de l'avancée du sel, certaines zones, notamment plus au sud vers la frontière avec la Guinée-Bissau, restent inaccessibles et polluées par des mines antipersonnelles. Les opérations de déminage ne sont plus notées dans la zone depuis bientôt 5 ans. À la découverte ce soir d'un chauffeur de car rapide, Saliou Sarr exerce ce métier depuis 2017 après avoir été apprenti chauffeur. C'est toute sa vie, a-t-il confié à Omar Khan. Il s'appelle Saliou Sarr. Il est chauffeur de car rapide.
S'il est devant le volant aujourd'hui, c'est parce qu'il a gravi les échelons entre 2009 et 2017. Apprenti adjoint, puis apprenti titulaire et aujourd'hui chauffeur. Métier moom fin 2009 laa fi dugg waaw fin 2009 2010 2011 yàlla suturaal ma am poids lourd. Je suis dans le métier depuis 2009 et je conduis depuis 2017. J'ai commencé par être apprenti adjoint. Je l'ai fait pendant 3 mois et on nous montre les chemins, les raccourcis et surtout comment encaisser l'argent des passagers. jëndoo ñu wan la yoon yi wan la nu ñuy encaisser wan la client yi passe bi ñaata la ba nga comprendre loolu après jox la porte-monnaie jox la sa sens. C'est après cela qu'on m'a donné le porte-monnaie et je suis devenu apprenti titulaire. À la descente, le chauffeur me donnait une petite somme et je me contentais de ça. En 2017, j'ai commencé à conduire. En 2016 laa bàyyi langa quoi waaw commencé dawal. Un métier qu'il est fier d'exercer. Il gagne bien sa vie avec, nous dit-il, et s'occupe bien de sa famille grâce à ce métier. Je gagne bien ma vie avec, sinon j'aurais arrêté. Si je prends bien soin de mon épouse et de mon enfant aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu et grâce à ce métier avec mon car rapide. Son rêve, continuer à gravir les échelons, toujours dans le domaine des transports. Devenir transporteur de car rapide ou de bus Tata. C'est par amour que j'exerce ce métier. Et s'il plaît à Dieu, je veux devenir un transporteur de car rapide ou de bus Tata. Embrayage, un coup d'accélérateur. Et c'est parti. Quand on a un rêve à poursuivre, on ne perd pas de temps. Et aujourd'hui, nous vous présentons le figuier de Barbarie. Au Sénégal, on l'appelle gargambossé, un arbuste de la famille des cactus originaire du Mexique, mais très répandu à travers le monde. Le récit de Moustapha Gabar Diop. Sur ce plateau, bonsoir Gabar. Bonsoir. Est-ce que le gargambossé ou cactus est comestible? Oui, il a des fruits qui font entre 4 et 10 cm, qui peuvent être mangés crus et qui ont la texture de la goyave, mais un goût de pastèque. Et ils peuvent être cuits ou bien mis en confiture. Et également, les branches qu'on appelle les raquettes, qui sont avec les épines, peuvent être utilisées comme de la salade ou cuites. Donc il est assez comestible, assez riche en fibres et en minéraux, notamment la vitamine C et également le magnésium. Et c'est un fruit que l'on consomme si l'on sait supporter ses épines. Oui, parce qu'il est assez dur à récolter à cause des épines. Mais une fois que ces épines sont enlevées, c'est un fruit qui peut même être conservé, je pense, 2 jours au frigo et qui est assez consommé de par le monde. C'est dommage qu'on ne le consomme pas trop au Sénégal. Mais, et c'est pourtant très bon. C'est pourtant très bon. Et même des pays comme le Maroc ou l'Algérie sont des exportateurs à travers le monde. Alors, quelles sont ces autres utilisations? Le fruit et les fleurs peuvent être... On peut tirer une huile du fruit et des fleurs qui est assez bonne pour la peau, hydratante. Et également, il a des bienfaits comme pour le transit intestinal. Donc, on peut l'utiliser contre la constipation et si on a un peu trop mangé. Merci. De rien. Gabar, et rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle découverte. Exactement. On enchaîne avec bonne semaine. Alors, il est très important de commencer une nouvelle semaine du bon pied. De nouveaux conseils de Nancy Diouf à découvrir tout de suite. Bonsoir Nancy. Bonsoir Anouchka et bonsoir aussi à vous chers téléspectateurs. Alors, si je vous dis guitare, clavier ou même orchestre, vous allez sûrement penser à un artiste, plus précisément à un chanteur. Et ça tombe bien car notre invité de ce jour n'est autre que Yoro Ndiaye et celui-ci s'est fait un plaisir de nous raconter comment se passe la semaine d'un artiste chanteur. Regardez. La semaine d'habitude, on se lève
tard, comme tout musicien, mais parfois il nous arrive quand même quand il y a des trucs, des choses administratives à gérer, on se lève tôt, mais sinon on va à notre rythme. Hein. Parfois, si on a des séances, ça dépend des séances qu'on a, comme on gère un studio d'enregistrement. Souvent les musiciens se lèvent vers 10 heures, parfois plus tôt en fait. Donc ça démarre à 10 heures et ça se termine très très tard dans la soirée. Donc on essaie de nous adapter au feeling et à la demande. Ça dépend de celui qui loue le studio, quelle heure il veut démarrer. Nous, on s'adapte à ça en fait. Ça dépend aussi des gens qui veulent répéter. On a aussi une salle de répétition. Sinon, on va à notre rythme. On se réveille, on prie, on prend notre guitare, on fait des exercices. Sinon, voilà, chaque fois on s'exerce. On est libre, quoi. Bien dormir, pratiquer un sport et s'organiser, ce sont les principales astuces de notre invité pour pouvoir passer une bonne semaine. Le conseil, c'est de pouvoir dormir. Il faut dormir pour être serein. Voilà, donc c'est difficile pour nous, mais c'est ce que je conseille à tout le monde. Il faut faire de bonnes heures de sommeil. Il faut faire du sport aussi. Et donc, ensuite, être organisé. L'organisation, c'est notre problème, nous, au Sénégal. Et avoir des méthodes de travail, c'est ce qui nous bloque, nous tous, y compris moi. Mais c'est ce que je conseille à tout le monde. Souvent, on se heurte à des problèmes dus à un manque d'organisation, à un manque de calendrier. Il faut savoir s'entourer aussi. Il faut avoir des conseils. Voilà, donc si on le fait, on s'organise. Tout ça, ça entre dans l'organisation en quelque sorte. Alors, c'est quoi le conseil du jour, Nancy Diouf? Le conseil du jour, c'est de planifier vos tâches selon les moments de la journée où vous êtes le plus productif. Si vous êtes du matin, pensez à mettre dans votre agenda les tâches à faire dans la matinée. Si au contraire, c'est dans l'après-midi que votre énergie est à son maximum, donc commencez la journée avec des tâches qui demandent moins d'efforts. Le lundi peut être une très belle journée si vous pensez positif. Donc, appliquez ces astuces et vous passerez une très bonne semaine. Merci beaucoup, Nancy Diouf. Merci également à vous d'avoir été avec nous. C'est la fin de la totale le dimanche. Un merci à toute l'équipe de la régie, Abdoulaye Ndiaye et Ibamar. J'en profite pour vous souhaiter à tous une excellente soirée de Saint-Valentin, de l'amour et de l'affection à donner à nos proches, partenaires, amis, collaborateurs. Bonne fête de l'amour.